L'État-providence, c'est un des progrès sociaux les plus marquants de l'humanité et qui a mis des siècles à aboutir au format actuel, même s'il lui reste encore un bout de chemin pour gommer ses imperfections. L'État-providence n'existe en Chine que depuis les années 90 et a d'abord commencé comme une expérimentation à l'échelle locale. Alors commençons par poser les bases. L'État-providence, c'est l'idée d'un État qui vise à garantir un niveau minimum de bien-être à l'ensemble de la population à travers un système étendu de protection sociale. Par opposition, on peut penser à l'État gendarme qui se limite à ses fonctions régaliennes, la justice, la police, la diplomatie. Donc en Chine, le modèle en place ne ressemble ni aux systèmes occidentaux ni au système d'Extrême-Orient. Paradoxalement, le système le plus similaire, c'est celui des États-Unis. Dans 10 minutes, vous aurez tout compris, alors accordez-moi le bénéfice du doute. Déjà, un bond dans le passé. Un système en constante évolution. L'État-providence s'est développé en 3 phases. La première, en vigueur entre 49 et 78, la période de planification centrale. Elle correspondait à la vision sociale de Mao. La deuxième, c'est une politique économique favorable à la croissance entreprise par Deng Xiaoping et qui a duré de 78 à 2003. Donc la troisième, en vigueur à ce jour, c'est celle de la société harmonieuse, Hexie Shehui, lancée par Hu Jintao et réinterprétée par le rêve chinois Zhongguomeng de Xi Jinping. Le premier, celui de la planification centrale, était un système inspiré de celui de l'URSS. Le chômage était considéré comme une faiblesse du capitalisme. Le régime chinois a donc attribué un emploi à tous les citoyens valides et en âge de travailler, un emploi à vie dans une entreprise d'État ou dans des organismes publics. On les appelait les Danwei, une organisation de la société sous forme de coopérative dirigée par le PCC. Le socle de ces Danwei, c'était un emploi à vie que les Chinois désignaient de bol de riz en fer, mais aussi l'égalité salariale et les prestations sociales. Chaque Danwei attribuait aux travailleurs un logement, l'éducation et l'accès aux soins gratuits. Gardez à l'esprit qu'à l'époque, 89% de la population chinoise vivait dans des zones rurales et leurs conditions de vie étaient misérables. Donc, la qualité des services proposés était plus que questionnable. Ne nous trompons pas sur la motivation réelle de l'État chinois. Il s'agissait avant tout de contrôler la population et il y est parvenu, notamment grâce au hukou. Le hukou, c'est une sorte de livret de famille / passeport domestique qui donne des droits spécifiques à leurs détenteurs dans leur province d'origine. Par exemple, vous pourrez recevoir des traitements médicaux à moindre coût uniquement dans votre province d'origine, celle rattachée à votre hukou. De même, pour scolariser gratuitement votre enfant, cela sera possible dans les établissements primaires et secondaires dans la proximité immédiate du lieu de résidence défini par votre hukou. Si vous êtes un travailleur migrant à Beijing, vous allez raquer pour inscrire votre gosse à l'école et soigner votre angine. C'est ce qui explique partiellement pourquoi tant de parents partent travailler en ville et laissent leurs rejetons grands-parents. Le hukou, c'est aussi un formidable outil pour le régime. Il lui permet de forcer le déplacement d'énormes masses de main-d'œuvre des campagnes vers les villes pour répondre aux besoins de l'industrie. Mao voyait en l'industrie l'avenir de la Chine à l'image des plans quinquennaux soviétiques. D'ailleurs, c'est pas le seul pays qui a recours à ce genre de système. On le retrouve par exemple à Cuba. Dans la pratique donc, le hukou peut constituer un véritable obstacle pour les migrations internes. On reviendra dessus plus tard. Donc en 78, la Chine avait déjà traversé plusieurs crises économiques et politiques. Elle était aussi très en retard par rapport aux tigres asiatiques, Hong Kong, Taïwan, Singapour et la Corée du Sud. Et c'est précisément cette année qu'est arrivé au pouvoir Deng Xiaoping à l'origine de nombreuses réformes économiques. Le système économique de la Chine contemporaine est calqué sur ces réformes. On pourrait le décrire d'une forme de capitalisme d'État ou d'un socialisme de marché. Deng Xiaoping a donc dû réformer le système de sécurité sociale de l'État chinois pour mieux coller au nouveau modèle de développement. Avec le démantèlement des structures collectives, la protection sociale des ouvriers agricoles et de leurs familles a disparu, y compris dans le domaine de la santé. La plupart des cliniques rurales ont été privatisées, privant ainsi les paysans d'accès aux soins. Dans les villes, la politique de plein emploi a été remplacée en 86 par le contrat individuel. Les entreprises ont été exonérées de leurs obligations salariales. Dans un premier temps, de nombreux travailleurs excédentaires ont été licenciés, les plongeant dans une situation de grande précarité. L'idée de Mao que la croissance économique dépend directement de la croissance démographique a mis à mal cette transition du fait du capital humain excédentaire et donc de la population active sans emploi, d'où la politique de l'enfant unique mise en œuvre à partir de 79 dans le cadre d'une politique nationale de contrôle des naissances qui a débuté en 70. La Chine se rendra compte bien plus tard des difficultés futures qu'une telle politique impliquerait. À la fin des années 80, le régime avait priorisé les réformes politiques domestiques au détriment de certains groupes de la population qui se sont sentis abandonnés. Cette transition a donc été particulièrement éprouvante étant donné que les réformes graduelles ont parfois tardé à produire des résultats.
Sans surprise donc, les protestations et les grèves ont fragilisé le pouvoir, forçant le gouvernement à concevoir un nouveau système de protection sociale. La hausse du mécontentement de la population ne risquait pas seulement de faire dérailler les réformes, mais de provoquer purement et simplement l'effondrement du Parti communiste chinois. À la fin des années 80, l'État commençait à donner la priorité à la question de la protection sociale. L'État a donc mis en place un système de sécurité sociale pour soulager les Danois. Dès lors, les entreprises, les salariés et l'État partageaient les coûts liés aux soins individuels. Ça n'a évidemment pas manqué de stimuler la compétitivité des entreprises privées. Fin 91 est lancée une caisse de prévoyance logement, une sorte de caisse d'épargne obligatoire. D'abord testée à Shanghai, elle est déployée à l'ensemble du territoire chinois 95. Son objectif, faciliter l'accès des Chinois au logement. Dans le même ordre d'idée, des prêts hypothécaires à faible taux d'intérêt ont été proposés pour encourager le marché immobilier. La loi sur le travail de 94 a introduit de nouvelles lignes directrices qui comprenaient entre autres des subventions publiques pour les plus défavorisés, des comptes d'épargne retraite individuels obligatoires pour compléter le système public de retraite déjà en place et des prestations sociales pour tous. Alors même si elles sont relativement récentes, ces réformes jouent un rôle essentiel dans la consolidation du pouvoir du Parti communiste à travers l'accès du plus grand nombre à la classe moyenne. Aujourd'hui, ça donne quoi ? Du socialisme, vraiment ? Pour simplifier, le système actuel est porté par 3 piliers: l'assistance sociale, la sécurité sociale et les services sociaux. D'abord, l'aide sociale. C'est une aide directe plus démunie. Sa principale composante, un minimum vital garanti, une sorte de RSA qui varie selon le lieu de résidence du bénéficiaire. Les Chinois qui migrent des zones rurales vers les villes en quête de meilleures conditions de travail sont exclus de cette aide. Ensuite, on a la Sécu, un casse-tête, un peu à l'image de ce qu'on a en France. Mais en Chine, les scandales de corruption à répétition et le manque de contrôle sur la gestion des fonds et leurs bénéficiaires ont poussé le gouvernement central à se pencher sur cette question. La Sécu chinoise est composée de plusieurs régimes d'assurance et de retraite. Par exemple, on a la pension de retraite de base qui couvre jusqu'à 60% du salaire perçu dès lors que la période de la cotisation a dépassé les 15 ans. C'est un système progressif. Ça veut dire que si vous n'avez cotisé que 15 ans, vous recevrez environ 15% de votre dernier salaire. Et pour chaque année de cotisation supplémentaire, ce pourcentage augmente de 1%. Bon, c'est un système de retraite assez classique. Il est financé par les cotisations salariales et patronales. Il existe en parallèle un système rural de retraite similaire au système d'entreprise, mais qui substitue la part de l'employeur par des subventions publiques. Par contre, ces pensions sont moins intéressantes que celles du régime d'entreprise. Mais ça se complique quand on touche au domaine de la santé. On compte pas moins de 3 régimes différents. Celui des salariés du secteur privé en milieu urbain, celui des salariés du public, toujours en milieu urbain, et celui des coopératives rurales. Ce dernier, créé en 2003, n'est pas obligatoire, mais il a néanmoins permis 97% de la population rurale d'avoir accès aux soins de santé. L'assurance maladie tourne aussi grâce aux cotisations salariales et patronales, mais il n'y a pas de prise en charge universelle et gratuite des soins de santé. L'assurance maladie ne couvre qu'environ 60% des frais engagés. Les centres médicaux ne sont pas nécessairement publics. En fait, on observe le développement progressif d'hôpitaux et de cliniques privées dans toute la Chine. Après, il y a aussi la formule de l'assurance maladie privée, de plus en plus courante et qui sert souvent de complément pour améliorer la couverture santé. En quelque sorte, l'équivalent de nos complémentaires santé. D'ailleurs, les Chinoises peuvent prétendre à un congé maternité rémunéré à 100% durant 98 jours. Not bad. Le congé paternité, lui, est de 14 jours. Égalité quand tu nous tiens. En ce qui concerne le chômage, l'indemnité correspondante est proposée sur une durée allant jusqu'à 24 mois de couverture basique. Elle peut, selon les cas, prendre en charge les frais de santé. Tout ça, c'était le deuxième pilier. Maintenant, on va parler du troisième, les services sociaux destinés aux plus défavorisés, les orphelins, les handicapés et les personnes âgées en perte d'autonomie. Voilà donc le modèle de protection sociale de la Chine socialiste. Un système gruyère. La protection sociale de celui qui se veut le champion du socialisme, l'antithèse du capitalisme occidental, présente 2 principales faiblesses. Elle protège encore trop peu de personnes et elle est discriminatoire. J'en tiens pour preuve ce graphique. Les données sont celles du gouvernement chinois. De tous les travailleurs urbains, moins de 70% cotisent pour leur retraite, seuls 44% cotisent pour le chômage et à peine la moitié ont une couverture santé. Et ça s'aggrave pour les travailleurs migrants. Seuls 22% d'entre eux cotisent pour la retraite, pareil pour l'assurance santé et seuls 17% d'entre eux cotisent pour le chômage. Alors comment on explique ce genre de titre de presse ? Plus de 95% des Chinois ont une assurance médicale de base. Alors déjà, il faut prendre ces nouvelles avec des pincettes. Il y a du vrai et il y a aussi du faux. Les travailleurs migrants sont couverts dans leur province d'origine.
d'origine grâce au hukou, mais pas dans les villes où ils résident et ils travaillent. Techniquement, les soins de santé de 95% de la population chinoise sont effectivement couverts, le pourcentage réel d'accès est beaucoup plus faible. Dans un des premiers épisodes de Beijing Haozhen et Bon Pékinois, un taxiste originaire d'une autre province est obligé d'emprunter la carte d'identité de son cousin pour pouvoir consulter un oncologue. Quand la fiction rejoint la réalité, c'est rarement un bon signe. Et on parle pas d'un phénomène marginal. Fin 2020, on comptait pas moins de 286 millions de travailleurs migrants chinois. Autant de personnes qui ne peuvent donc pas prétendre aux avantages liés à leur hukou. Et ça arrange le gouvernement d'une certaine façon. Théoriquement, l'État chinois est en mesure d'assurer le bien-être et la bonne santé de quasiment toute sa population. Sauf que dans les faits, il n'y a pas besoin d'engager de dépenses pour les soins, la sécurité sociale et les avantages sociaux d'un bon quart de sa population. Après tout, s'ils veulent se soigner ou bénéficier du chômage, ils peuvent retourner dans leur province d'origine. Un autre problème qui concerne pas mal de monde, c'est l'économie informelle. Pas de contrat, pas d'avantages sociaux au-delà de votre province d'origine. Au-delà des inégalités d'accès, la protection sociale chinoise présente aussi des irrégularités pour lesquelles il conviendrait que le gouvernement agisse. On parle d'entreprises qui ne cotisent pas, de prestations indues à des personnes non éligibles et du détournement de fonds à d'autres fins par les autorités locales. Bizarrement, la protection sociale chinoise serait excédentaire, alors même que des rapports officiels font état d'une situation particulièrement inquiétante concernant la viabilité de la caisse des retraites. D'ailleurs, la pyramide des âges en Chine est une catastrophe en devenir. La politique de l'enfant unique a des effets désastreux qui risquent d'empirer. Déjà, beaucoup de jeunes couples s'en tiennent à un seul enfant, même s'ils ont le droit d'en avoir deux depuis 2015. C'est surtout à cause des coûts prohibitifs, hukou ou pas. Puis, le modèle productiviste chinois est très exigeant. C'est ce qu'on appelle le Zhou Liu, le 9-9-6. Ce modèle suppose que les jeunes travailleurs notamment doivent bosser de 9h du matin à 9h du soir, 6 jours par semaine. En fait, un tout petit peu moins qu'un youtubeur qui veut percer. Du coup, ça laisse pas beaucoup de temps aux jeunes parents de s'occuper de leurs enfants. C'est donc les grands-parents qui jouent le rôle d'éducateurs et qui élèvent les enfants des travailleurs migrants, souvent dans des situations de grande précarité. Je vous parlais de la politique de l'enfant unique. Dans les milieux ruraux, traditionnellement au sens propre, ce sont les jeunes qui assurent les finances de leurs aînés. Mais quand un seul enfant doit travailler pour la subsistance de ses 2 parents et de ses 4 grands-parents, ça met un paquet de pression. Alors face aux plaintes de la jeunesse chinoise, Pékin a annoncé réformer la loi du travail pour abolir cette pratique. Mais on se heurte encore au cadre véreux du privé, classique du parti, qui considère que notre génération est flemmarde et cherche tous les moyens de se détourner du travail. Même si l'épargne individuelle est obligatoire, dans la pratique, le système de retraite repose sur une logique de répartition. Les cotisations d'aujourd'hui couvrent les besoins immédiats. L'idée initiale, c'était de répliquer les modèles chiliens ou singapouriens où l'épargne et les cotisations sociales étaient capitalisées. L'État-providence en RPC, c'est un système assurantiel avec une forte présence d'acteurs privés. On se rapproche davantage du modèle états-unien que celui des social-démocraties européennes. Ceci dit, on crache pas dans la soupe. Ce qu'a accompli la Chine ces dernières décennies est absolument extraordinaire. Le PCC aurait tiré 850 millions de Chinois de la pauvreté et serait même parvenu à annihiler la pauvreté extrême selon les dires de Pékin. 25 février 2021, Xi Jinping déclare que la pauvreté extrême a été éradiquée en Chine. Le président affirme que 850 millions de personnes ont été extraites de la misère. On ne peut pas nier que le PCC a réalisé de grands progrès. Les dernières évolutions concernant les métiers des Waimai et des Kuaidi, les livreurs à domicile, reflètent la volonté du régime d'améliorer les conditions de travail de tous, même des plus précaires et donc des travailleurs migrants. Et puis l'air de rien, ce modèle de sécurité sociale a permis l'émergence de segments économiques révolutionnaires. L'industrie de l'assurtech en Chine est absolument phénoménale. Il permet de mailler l'intégralité du territoire chinois, même les endroits les plus reculés, pour fournir une couverture santé aux plus vulnérables. Alors visiblement, il est pas si mauvais ce système. Est-ce qu'il ferait le taf en France? La Sécu, c'est quand même l'un des principaux postes de dépenses de l'État, mais pas sûr que cette direction soit non plus la bonne. En tout cas, pas besoin de plus de précarisation. Allez, dites-moi le fond de votre pensée, et d'ici la prochaine, je vous souhaite une très belle soirée.